L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les gens en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire? Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je m'apprête à mourir à quelques lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable, mon corps se transformera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable. Chacun des murs de chaque hexagone porte 5 étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages. Incohérence qui, je le sais, a souvent paru mystérieuse. Avant de résumer la solution, qui malgré ses tragiques projections est peut-être le fait capital de l'histoire, je veux rappeler quelques axiomes. Premier axiome, la bibliothèque existe ab aeterno. De cette vérité dont le corollaire immédiat est l'éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l'homme, que l'imparfait bibliothécaire soit l'œuvre du hasard ou de démiurges malveillants. L'univers avec son élégante provision d'étagères, de tomes énigmatiques, d'infatigables escaliers pour le voyageur et de latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l'œuvre d'un Dieu. Pour mesurer la distance qui sépare le divin de l'humain, il suffit de comparer ces symboles frustrés vacillants que ma faillible main va griffonnant sur la couverture d'un livre et les lettres organiques de l'intérieur. Ponctuelles, délicates, de noir profond, inimitablement symétriques. Deuxième axiome. Le nombre de symboles orthographiques est 27. Ce fut cette découverte qui permit, il y a quelques 300 ans, de formuler une théorie générale de la bibliothèque et de résoudre de façon satisfaisante le problème que nulle conjecture n'avait pu déchiffrer, la nature informe et chaotique de presque tous les livres. L'un de ceux-ci, que mon père découvrit dans un hexagone de circuit 1594, comprenait les seules lettres MCV, perversement répétées de la première ligne à la dernière. Un autre, très consulté dans ma zone, est un pur labyrinthe de lettres. Mais à l'avant-dernière page, on trouve cette phrase « Ô temps des pyramides ». Il n'est plus permis de l'ignorer. Pour une ligne raisonnable, pour un renseignement exact, il y a des lieux de cacophonie insensée, de galimatias et d'incohérences. Pendant longtemps, on crut que ces livres impénétrables répondaient à des idiomes oubliés ou reculés. Il est vrai que les hommes les plus anciens, les premiers bibliothécaires, se servaient d'une langue toute différente de celle que nous parlons maintenant. Il est vrai que quelques dizaines de milles à droite, la langue devient dialectale et 90 étages plus haut incompréhensible. Tout cela, je le répète, est exact, mais 90 pages d'inaltérable MCV ne pouvaient correspondre à aucune langue, quelque dialectale ou rudimentaire qu'elle fût. D'aucuns insinuèrent que chaque lettre pouvait influer sur la suivante et que la valeur de MCV à la 3e ligne de la page 71 n'était pas celle de ce groupe à telle autre ligne d'une autre page. Mais cette vague proposition ne prospéra point. D'autres envisagèrent qu'il s'agit de cryptographie. Ce fut cette hypothèse qui finit par prévaloir et par être universellement acceptée, bien que dans un sens différent du primitif.
Il y a 100 ans, le chef d'un hexagone supérieur mit la main sur un livre aussi confus que les autres, mais qui avait 2 pages, ou peu s'en faut, de lignes homogènes et vraisemblablement lisibles. Il montra sa trouvaille à un déchiffreur ambulant qui lui dit qu'elles étaient rédigées en portugais. D'autres prétendirent que c'était du yiddish. Moins d'1 siècle plus tard, l'idiome exact était établi. Il s'agissait d'un dialecte lituanien du guarani, avec des inflexions d'arabe classique. Le contenu fut également déchiffré. C'étaient des notions d'analyse combinatoire illustrées par des exemples de variables à répétition constante. Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelque divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace, le point, la virgule, les 22 lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé. Il n'y a pas dans la vaste bibliothèque de livres identiques. De ces prémices incontroversables, il déduisit que la bibliothèque est totale et que ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles des 20 et quelques symboles orthographiques, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer en toutes les langues. Tout! L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le récit véridique de ta mort, la traduction de chaque livre en toutes les langues, les interpolations de chaque livre dans tous les livres, l'origine de la bibliothèque et du temps. Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous, celle de l'homme du livre. Sur quelques étagères de quelques hexagones, raisonnait-on, il doit exister un livre qui est la clé et le résumé parfait de tous les autres. Il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Dans la langue de cette zone persistent encore des traces du culte voué à ce lointain fonctionnaire. Beaucoup de pèlerinages s'organisèrent à sa rencontre qui, un siècle durant, bâtirent vainement les plus divers horizons. Comment localiser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait? Une méthode rétrograde fut proposée. Pour localiser le livre A, on consulterait au préalable le livre B qui indiquerait la place de A. Pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C et ainsi jusqu'à l'infini. C'est en de semblables aventures que j'ai prodigué mes forces et usé mes ans. Il est certain que dans quelques étagères de l'univers, ce livre total doit exister. Je supplie les dieux ignorés qu'un homme, ne fût-ce qu'un seul, il y a des milliers d'années, l'ai lu entre les mains, l'ai lu. Si l'honneur, la sagesse et la joie ne sont pas pour moi, qu'ils soient pour d'autres, que le ciel existe, même si ma place est l'enfer, que je sois outragé et anéanti pourvu qu'en un être, en un instant, ton énorme bibliothèque se justifie.